Shavuot Tov les Koulam, la famille de Rechet Yehuda Manitou, on retrouve la Yitzhak Chouraki, qui va nous parler toujours dans cette session de la notion du temps, et on est parachat à Chodesh, la notion du mois. Bechavod, Arabe Chouraki. Alors, nous allons lire la semaine qui vient le Parashat HaChodesh, qui se lit en général le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan. Mais en plus de ça, nous allons lire dans la Parasha de Pekoudé la description de la construction, du fait de dresser le Mishkan. Et dans cette manière de décrire, il y a quelque chose de très intéressant pour nous, pour comprendre ce que signifie Rosh Chodesh. Et pour commencer, les psukim qui nous décrivent cette mitzvah de la construction du Mishkan, plutôt de le dresser, puisqu'il a été construit avant, mais qui s'est déroulé au moment de Rosh Chodesh Nissan. Le pasuk dans la paracha dit la chose suivante, Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, c'est l'ordre de dresser le Mishkan, Beyom achodesh arishon, Be'echad la chodesh, takim et Mishkan ohel moed. Remarquez bien le pasuk, Beyom achodesh arishon, Be'echad la chodesh. Ce qu'on dirait rapidement le jour du premier mois, c'est le mois de Nissan, le premier du mois. Et pardon, on a ensuite, lorsque Moshe réalise cette mitzvah, Vayhi bachodesh harishon, bashana hashenit, be'echad lachodesh, hukam amishkan. Bachodesh harishon, le premier mois, shana hashenit, la deuxième année, le premier du mois, le Mishkan a été dressé. Alors, première remarque immédiate, pourquoi est-ce que là il écrit shana hashenit? Dans le premier pasuk, dans l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas écrit Bashana Hashanit. L'explication est très simple au niveau du Pshat. Eh c'est que dans l'ordre d'Akadosh Baruch Hu à Moshe, Moshe très bien l'année où il se trouve. On n'a pas besoin de définir l'année. Par contre, il dit, quand vient le mois de Nissan, le premier du mois, il faudra dresser le Mishkan. Par contre, ensuite, quand on décrit l'événement, lorsqu'on décrit quand l'événement s'est produit, eh bien, la Torah nous décrit, voilà, c'est ce qui s'est produit le premier mois de la deuxième année, le premier du mois. Donc l'idée de rajouter Shana Hashanit ne pose pas de problème. Par contre, et c'est ça tout le sujet de notre étude ce soir, la description de ce premier du mois de Nissan n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Dans le deuxième pasuk, dans la réalisation, Bachodesh Harishon, Be'echad Chodesh, tout va très bien. On décrit le premier mois, le premier du mois, la date dans le mois. Par contre, dans le premier pasuk, le pasuk qui donne l'ordre de dresser le Mishkan, il y a quelque chose de bizarre. Et comme toujours, quand on étudie la Torah, c'est sur les petites bizarreries du texte qu'on a des idées profondes. Beyom achodesh arishon, be'echad lachodesh. Et apparemment, ça ne devrait pas être dit de cette façon-là. La formulation n'est pas bonne, a priori, parce qu'on aurait dû dire, comme on l'a dit dans le deuxième pasuk, Bachodesh Arishon, Be'echad Achodesh. Pourquoi il est écrit ce Beyom Achodesh Arishon, Be'echad Achodesh? À la rigueur, on aurait même pu comprendre Bachodesh Arishon, Beyom Echad Lachodesh. Mais pourquoi ce Beyom Achodesh? Vous voyez, ce Beyom Achodesh Arishon pose problème. Et c'est sur la base de cette petite question que tout ce que nous allons voir ce soir est construit et est fondé parmi ceux qui posent ces questions. Alors, je donnerai quelques réponses au niveau, je dirais, simple, qui nous sont données par certains des Chachamim. Par exemple, le Mesher Chorma pose cette même question. Il aurait fallu écrire, en fait, d'abord Rosh Chodesh, Beyom Arishon Chodesh. On aurait su que c'était le premier jour de Rosh Chodesh. Alors, des fois, on aurait pu penser, par ailleurs, que lorsqu'il écrit Beyom Chodesh Arishon, on a déjà tout dit, parce que Beyom Chodesh, on pourrait imaginer que Yom Chodesh, c'est le jour de Rosh Chodesh, et donc c'est déjà le Echad la Chodesh. Pas besoin de le répéter deux fois. Beyom Chodesh Arishon, ça pourrait être le premier jour du Rosh Chodesh. Yom Chodesh, c'est le Rosh Chodesh. Arishon, premier jour. On n'a pas besoin de rajouter ensuite Be'echad la Chodesh. Ce Be'echad la Chodesh qui vient ensuite montre que ce Beyom qui est au départ ne décrit pas la même chose. Autrement, ça fait redondance. Entre parenthèses, on a dans un pasouk, dans Shmuel Aleph, avec David Ameler, on a Beyom Chodesh Hasheni. Donc là, ça pourrait être très clair. Beyom Chodesh Hasheni, c'est le deuxième jour du Rosh Chodesh, pas le jour du Rosh Chodesh, du deuxième Chodesh Hasheni. Donc là, on pourrait le dire comme ça. Mais alors pourquoi écrire une fois Beyom Chodesh Harishon et ensuite Be'echad Chodesh? C'est un peu la même chose. Voilà la question. Et première réponse, celle du Mesher Chorma. Il nous dit non, on dit le mot Beyom a été rajouté ici pour nous exprimer que cette mitzvah de dresser le Mishkan doit se faire le jour et pas la nuit.
c'est pas pour nous parler de la date, mais c'est pour nous parler du rapport entre le jour et la nuit. Et le Mishkan doit être dressé le jour. Donc on est Beyom, pendant la journée. La Chodesh Arishon Echad Chodesh nous donne le mois et la date du mois. Et donc de cette manière-là, on aurait, dans le fait de dresser le Mishkan qui se rattache à l'ensemble des activités du Mishkan, qui sont les korbanot, et les korbanot ne s'effectuent que le jour. Et par conséquent, Beyom Chodesh rajoute de cette façon-là qu'on doit dresser le Mishkan pendant la journée. Voilà, première réponse toute simple qui extrait ce Beyom du calcul du temps et nous donne la particularité de la journée. Deuxième réponse, qui est proche de celle-là, eh bien, elle nous dit Beyom Achodesh Arishon Bechad Achodesh, c'est le premier jour, c'est le premier Yom Echad Beshabbat, c'est aussi un Yom Rishon. Cette année-là, ça tombe un dimanche, le Yom Arishon de la semaine, et donc de cette manière-là, on aurait la date du jour de la semaine, du jour du mois et du mois. Voilà le fait de, c'est plus une répétition, ça évoque différents éléments. Ce qui est en soi intéressant, parce que pourquoi on aurait évoqué ce premier Yom Rishon? Eh bien, parce que de la même manière que la Briat HaOlam commence Yom Rishon, de la même manière, le fait de dresser le Mishkan commence Yom Rishon. Le Mishkan serait en fait la continuité du Maaseh Bereshit. Et on pourra développer de longues idées qui sont basées justement sur ce Yom Arishon par rapport au Maaseh Bereshit. Voilà donc la deuxième explication. Une troisième explication, je dirais dans les explications simples, ou je dirais techniques qui résoudent le problème de manière rapide, on l'a dans le Targum Néophiti. Targum Néophiti, c'est le Targum araméen d'Eret Israël, qui a été découvert au XXe siècle dans la bibliothèque de l'école Néophiti. C'est quelque chose de dramatique. Cette Néophiti, c'est une école dans laquelle on éduquait les juifs qui avaient été kidnappés pour les convertir au christianisme et pour les éduquer dans le monde chrétien. Ils avaient en même temps, ces néophytes éduqués là-bas, une très grande bibliothèque dans laquelle sont retrouvés tout un tas de manuscrits qui avaient été pillés chez les juifs, et notamment un manuscrit très important, le Targum Néophiti, qui est la traduction de la Torah. Et dans cette traduction-là, on a une chose très simple, le Beyom HaChodesh Harishon est traduit de la façon suivante, Bechad Yom. Ça, c'est très intéressant. C'est quoi ce Bechad Yom? On rajoute cet élément en une journée. Et le Midrash, les commentaires de ce Targum, nous expliquent en nous disant, ça veut dire qu'il y avait la mitzvah de dresser tout le Mishkan en une seule journée. Et pas de faire ça, de commencer une journée. On sait qu'il va y avoir des Yemei Hanoukat à Mishkan. Et ben alors on pourrait développer plus longuement. Non, tout ça doit se faire en une journée. Et ce serait pareil, et là on rentre dans une autre direction à développer dont il faudrait longuement parler, c'est que la Briat HaOlam elle-même s'est déroulée sur 6 jours et le jour du Shabbat, mais la création a tout été faite le premier jour et a été développée ensuite pendant les 6 jours de la création. D'après ce que nous dit le Midrash, sur certaines bases des psukim de Bereshit, on a au premier jour de la création quelque chose qui a tout créé, et ensuite, chaque jour, les éléments sont apparus, sont sortis de la première création qui avait été faite. Donc de la même manière que c'est valable pour le Briat HaOlam, c'est valable pour la Briat HaMishkan. Le premier jour, on doit faire tout le Mishkan. Et ensuite, petit à petit, il a été remonté, démonté, différentes reprises pour suivre l'ordre de la Hanouka, l'ordre de la manière de dresser le Mishkan au niveau de l'intronisation et de la manière de innover le Mishkan. Et donc, pour revenir sur notre problème, pourquoi il est écrit Beyom Achodesh Arishon? Ce Beyom nous dit en une journée, Bechad Yoma Achodesh Arishon, Bechad Achodesh, vous devrez monter le Mishkan. Certains disent, et puisqu'on est déjà rentré dans cette idée de Beyom en une seule journée, eh bien que ce serait en fait comme le jour, comme on a Yom Agadol Vanora, ce jour. Et lorsqu'on évoque cette idée de Shalom, c'est Yom HaMetsuyan, Yom HaMeyuchad, ce serait, d'après une autre explication, le 8e jour de la Hanouka du Mishkan. Et là, on rentre dans un problème important, c'est que, est-ce que les Shmonei Yemei à Hanouka, Yom HaShemini, Vaïba Yom HaShemini, Sheva Yemei HaMiluim, et le 8e jour, ont commencé le 1er du Nissan jusqu'au 8 Nissan, ou alors ils ont commencé le 23 Adar, jusqu'à la fin du mois de Hadar, et le mois de Nissan, ce serait le 8e jour. D'après cette explication, Beyom, c'est le jour de la fin, Yom HaMetsuyan, l'apothéose de la Hanoukat HaMishkan. Ce serait une possibilité. Et on aurait donc une autre explication de ce Beyom. Sauf que, et là on commence à rentrer dans les explications plus embêtantes, Rabbi Avraham Ibn Ezra, dans son commentaire sur la Torah,
suit l'opinion de Rabbi Akiva, qui dit pas du tout, c'est pas le 8e jour du Mishkan, mais c'est le premier jour de la Hanouka du Mishkan, puisque le Aleph Ben Nissan, c'est le premier jour qui s'est déroulé sur 7 jours. Yom HaShemini, c'est le 8e jour du mois de Nissan, et ça explique pourquoi, d'après Rabbi Akiva, les Anashim Temeim, Shelo Yachelou Lasot Pesach Bemoado, les gens qui étaient impurs, qui n'ont pas pu faire le Korban Pessah le 14 du mois de Nissan, lorsque on devait amener le Korban Pessah, et donc ils sont venus voir Moshe en disant on ne peut pas faire le Mishkan pour atteindre l'ordre du Pessah Sheni. Eh bien, c'était Mishaël, d'après Rabbi Akiva, c'était Mishaël ve'el Tzafan, qui ont été rendus impurs en allant sortir la dépouille de Nadav ve'Avihu du Mishkan, et c'est pour cette raison-là qu'ils n'ont pas pu, étant donné que c'était le 8e jour, arriver à se purifier pour le Korban Pessah. Suivant cette position, le premier Nissan est le premier jour de la construction du Mishkan. Et par conséquent, on ne peut pas dire que c'est Yom HaMetsuyan, le jour de l'apothéose, et on retombe sur notre question, d'après Rabbi Avraham Ben Ezra, pourquoi est-ce qu'on emploie ce mot Beyom? Et là, on a quelque chose de fondamental qui nous est rajouté par Rabbi Avraham Ben Ezra, et c'est toujours intéressant lorsque dans son commentaire, il évoque ce genre de terme. Il dit Beyom Achodesh Harishon, il y a 2 commentaires de Rabbi Avraham Ben Ezra, le Pirouche Aroch et le Pirouche HaKatzar. Ça, c'est dans le Pirouche HaKatzar. Il écrit la chose suivante Beyom Achodesh Harishon, Ze Tehila Laolam Vehusod. Alors, à chaque fois que Rabbi Avraham Ben Ezra nous dit Vehusod, c'est très intéressant. Il a laissé beaucoup de choses non dites dans son commentaire. Et il faut comprendre qu'est-ce que signifie ce Vehusod Tehila Laolam. Ce Beyom a donc quelque chose de particulier, au-delà simplement de la journée, du mois, quelque chose qui est transmis à travers ce mot Beyom Achodesh Harishon. Et les commentaires de Rabbi Avraham Ben Ezra nous expliquent que cette création du Mishkan, alors j'avais donné quelques amorces de cette idée-là, mais on nous dit pourquoi c'est Techila Laolam, le Rosh Chodesh Nissan, est le jour par lequel le monde est comme s'il renaît à nouveau, comme si le monde est créé à nouveau. On sait qu'il y a une grande marloquette pour savoir est-ce que c'est Bereshit ou c'est Nissan, qui sont c'est Tishrei ou c'est Nissan, qui sont les journées de la Beriat HaOlam. Et là, on aurait une notion de Beriat HaOlam, Techila L'Olam, un début, un commencement du monde, de l'univers dans son ensemble, qui serait lié au mois de Nissan à Chodesh Harishon. Et donc, Beyom, c'est le jour du début du monde, une sorte de création qui correspond au Aleph Nissan. Et ça, c'est important pour nous parce que ça va demander de développer l'idée. Par exemple, on a ce même mot Beyom qui est évoqué dans des psukim où ça semblerait inutile. Hayom atem yotzeim bechodesh ha'aviv. Pourquoi il y a besoin de dire Hayom atem yotzeim bechodesh ha'aviv? On aurait pu nous dire simplement atem yotzeim bechodesh ha'aviv. Ce Hayom, pour nous dire, c'est ce jour du mois de Nissan, premier Nissan, qui correspond au Chodesh Ha'aviv, le mois du printemps, dans lequel au printemps, la nature renaît, la nature à nouveau s'éveille, et l'éveil de la nature du printemps et le mois de Nissan sont parallèlement le début de la création d'un certain monde. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on aurait en parallèle, et c'est développé par pas mal de Chachamim, je pense notamment au Ralbag, dans son commentaire sur notre Passouk, qui dit en fait, ce Rosh Chodesh Nissan, il est Rosh Hashanah Limlechet HaMishkan. Il y a un Rosh Hashanah particulier qui tomberait ce jour-là. Et c'est important, on sait qu'il y a Arba Rosh Hashanim Her, et un de ceux-là, c'est le Chodesh Nissan. Donc, lorsqu'il est écrit Beyom à Chodesh Harishon, ce Beyom, c'est comme si on disait Rosh Hashanah, le grand jour, comme on dirait pour un Yom Kippour, Yoma, le jour. De la même manière ici, Beyom, c'est le jour du début d'une année qui commence. Et c'est, Ralbag continue et nous dit, parce que c'est le jour qui est le plus propice, le plus adéquat pour faire Rosh Hashanah. Pour quelle raison? Eh bien parce que c'est le moment dans lequel les plantes, la nature, commencent justement à s'éveiller et la vie renaît. Et c'est pour cette renaissance de la nature qu'on aurait la tendance à dire c'est là où devrait commencer Rosh Hashanah. Alors pourquoi on ne fait pas Rosh Hashanah carrément le jour de Aleph Bet Nissan? Réponse, au niveau de la fertilité, du moment où les plantes, le tsoméar, tout ce qui pousse, c'est le mois de Nissan, mais le fait d'avoir planté les semences, les semailles, se sont déroulées au mois, bien avant dans l'année. On ne pouvait pas faire une même saison agricole qui commence avec les semailles du mois de Tishrei, du mois de Heshvan, et qui se termine avec la floraison qui arrive au mois de Nissan et par la suite.
on ne pouvait pas les faire dans 2 années différentes. D'une part, avant Nissan, ce serait une année où il y aurait les semailles, et après Nissan, une année où il y aurait la floraison. Donc, on a pris Tishri pour avoir une même année qui prend à la fois le côté d'avoir semé la Zri'a, et on a ensuite la Tsemicha qui sont en même temps. Voilà plus ou moins l'idée qui est donnée par le Ralbag. On explique ça de manière totalement agricole. Et il dit d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, pour beaucoup de mitzvot, eh bien, c'est Rosh Hashanah de Tishrei qui ouvre l'année, puisqu'on a la Shemitah, le Yovel, les Maasrot qui sont définis par le mois de Tishrei. Et parce que c'est le moment dans lequel on a commencé à semer les semailles. C'est très intéressant cette idée-là parce que on pourrait dire que si on accepte cette idée-là, ce double Rosh Hashanah, Aleph Betishrei et Aleph Benissan au moment où il y a la floraison, ben ce serait au niveau de l'année comme la journée pour chaque jour, puisqu'on a dans la journée, on a la nuit, le jour commence le soir tombé, la nuit tombée, et on a d'abord la nuit, et ensuite on a la journée qui arrive. De la même manière, on a au niveau de l'année, on a d'abord l'hiver, qui est comme la nuit, peu de soleil, le moment où le monde s'obscurcit, et ensuite on a le printemps et l'été, où la journée arrive, où le monde est éclairé, et c'est de cette manière-là, on a la zri'a, le fait de semer qui se trouve dans le côté obscur, profond, dans la terre, et ensuite, on a le moment de la tzmiha, le moment où la plante apparaît au grand jour. Et ça commence avec le mois de Nissan. Et on aurait d'ailleurs la Birkat Ha'ilanot qui commencerait avec ce mois-là, où on voit le début de quelque chose qui apparaît. À la différence de Toubishvat, où on aurait simplement la émouna que quelque chose va apparaître. On est dans la nuit, on n'a rien vu, pour l'instant, il n'y a encore rien, mais on a déjà la certitude que l'eau à l'intérieur de l'arbre est déjà en train de monter pour abreuver l'arbre. Donc on aurait le soir et le matin la journée, on aurait Rosh Hashanah l'automne et le printemps. Voilà comment est fait le modèle juif. Et vous remarquerez d'ailleurs que c'est très intéressant ce parallèle, puisque même si on se différencie des goyim, eh bien les goyim, ils prendraient leur année comme leur journée, qui commence la journée à minuit, eh bien oui, en plein milieu de la nuit. De la même manière, le mois de décembre et le mois de janvier changent l'année en plein milieu de la nuit. Alors que dans le Ham Israël, on a l'obscurité et le jour qui arrive, en fin de compte, la départ de quelque chose d'obscur, de la galoute, vers quelque chose qui donne la Yeshua, la Géoula, le Shachar qui arrive ensuite. On a pour le Ham Israël, cette fois-ci, alors on rentre dans quelque chose de plus profond, on a pour le Ham Israël, cette fois-ci, 2 niveaux. Un niveau qui serait particulier pour le peuple juif, c'est le peuple qui se libérait au mois de Nissan, et qui donne quelque chose de flagrant, la sortie d'Égypte, le côté national de la libération du Ham Israël. Mais on a ensuite le 7e mois, et là on ne prend plus Tishri jusqu'à Nissan, mais on prend Nissan comme le premier des mois et le 7e mois, c'est le mois de Tishrei qui donne l'idée de la Teshuvah, l'idée du Heshbon Nefesh, le 7e mois comme le 7e jour et celui de la Kedusha, c'est le mois de la Rouhaniyut, c'est le mois dans lequel on n'a plus le côté simplement national, mais le côté spirituel qui s'adapte, qui se rajoute, qui se greffe là-dessus. Et de ce point de vue-là, on pourrait même dire que ce serait quelque chose presque qui touche le côté universel, dans ce côté spirituel qui arrive à Rosh Hashanah. On va en reparler dans un instant. Pour continuer cette première lecture, Beyom Achodesh Arishon, c'est donc un jour qui est comme un jour de Rosh Hashanah, c'est comme un jour dans lequel il y a un monde qui est en train de naître, et on voit la différence entre Rosh Hashanah. Une remarque intéressante, toujours du Meshech Chochma. Il pose la question suivante, c'est surprenant que dans tous les Nevi'im, on n'a pas d'évocation de ce qui se produit le jour de Yom Kippour. De la même manière qu'on a comment dire, les fêtes de Pessah, on a d'autres fêtes qui sont évoquées, on n'a pas le moment, comment dire, Kippour. Alors que Kippour est un jour comment dire, extraordinaire de l'année, c'est pas très développé pendant les Nevi'im. Il explique en disant qu'il faut prendre une conscience particulière de la différence entre le Beit Rishon et le Beit Sheni. Et ça, c'est très intéressant, ça nous ouvre une nouvelle perspective. Il dit Beit Rishon et Beit Sheni ont une différence au niveau du rapport au temps. Pendant le Beit Rishon, on a des Nevi'im, il y a des prophètes, et donc quand les prophètes prophétisent, le jour de Kippour, où le Kohen Gadol rentre dans le temple, où on a une révélation d'Akadosh Baruch Hu par la kapara qui se fait dans le temple, il n'y a pas de mitzvah pour tout le peuple de monter à Yerushalayim
le jour de Kippour. Et donc, cette révélation-là se dilue d'une part par le fait qu'il y a la névoie, qui est l'exemple même de la parole d'Akash Hu qui se révèle toute l'année, et d'autre part le fait que chacun n'a pas le devoir de monter, on fait sa prière, on fait son jeûne un jour là où on se trouve en dehors du Beth Amikdash, si on n'est pas proche de Yerushalayim. Donc le jour de Kippour ne prend pas toute son importance. Par contre, Pessah, où il y a le fait de monter à Yerushalayim, eh ben ça on l'a tout le temps. Quand il y a le Beth Amikdash, tout le monde doit monter à Yerushalayim. Donc il dit, Pessah, qui est manifesté pour tout l'ensemble par le fait de faire la Aliyah à la Régel, eh ben, est très important. Alors que Yom Kippour, qui n'a pas l'idée pour tout le peuple de Aliyah à la Régel, qui n'a que la révélation d'Akash Hu au Kohen Gadol, mais cette révélation-là, qui est un petit peu, entre guillemets, on pourrait dire banale, à côté de la révélation de la prophétie pour tous les Nevi'im, ne donc pas signalée. Par contre, Baït Sheni, on n'a plus maintenant la prophétie qui est présente. Et donc, en fait, tout le monde est assoiffé de la parole d'Akadosh Baruch Hu, de la présence d'Akadosh Baruch Hu, qui nous a quittés, qui n'est pas aussi flagrante, éclatante comme elle l'était au Baït Rishon. On a différents éléments du Mikdash qui ont disparu. Eh bien, là, le Baït Rishon, la Avodat du Kohen Gadol, l'Ifnaï Velivnim, devient quelque chose d'extraordinaire, devient quelque chose d'important, devient quelque chose qui nous rappelle un peu le souvenir de la névoie. Et c'est pour cette raison-là que dans le Baït Sheni, on n'entend plus parler du Yom Kippour et de la façon dont se déroule la journée de Kippour que l'on entend dans le Baït Rishon, dans la description des Nevi'im et du Talar. Voilà l'idée du Meshech Horma. Et elle est très intéressante parce qu'elle nous permet d'ouvrir différentes perspectives, notamment, ça a été développé par le Rav Shelomo Toledano dans son commentaire sur le Tanar, sur le livre de Ezra, où il donne pas mal de lignes qui nous présentent le Baït Rishon et le Baït Sheni, toujours liés dans cette première partie qui touche Nissan et Tishrei, Pessah et les fêtes du mois de Tishri. Première remarque, le Baït Rishon, tous les débuts, tout ce qui est introduit, tout ce qui est innové, se fait autour de Pessah. On a l'entrée en Eretz Israël qui se trouve dans le mois de Nissan, Pessah Gilgal, on a Pessah Hiskiyahu, on a Pessah Yoshiyahu. À chaque fois qu'on fait Teshuvah, que le peuple juif prend un nouveau départ, c'est cristallisé autour de la fête de Pessah. Pour quelle raison? Eh bien, puisque Pessah représente la libération nationale du peuple juif, eh bien, le Baït Rishon se focalise sur le fait d'obtenir l'indépendance et l'autorité nationale, la royauté, dans le peuple juif. Dans le Baït Sheni, par contre, depuis la reconstruction du Mishkan, Shavet Zion, les débuts du Mikdash commencent au mois de Tishri. Le mois de Tishri, c'est le mois de la Teshuvah, où le peuple juif se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Alors que dans le Baït Rishon, Léoumi, on a fauté, et pour cette raison-là, le Beth Amikdash a été détruit, le Baït Sheni commence au mois de Tishri pour faire la Teshuvah sur les Hataïm du Baït Rishon. Le Baït Sheni, par conséquent, a le mois de Tishri en son centre, et donc est, symbolisé par la Voda du Kohen Gadol. Si le Baït Rishon, c'était sur l'image du roi, c'est l'image du Kohen Gadol, sur Yom Kippour, sur le côté spirituel, étant politiquement extrêmement diminué. Daïn Avdeh Hachverosh, on entendra dire. On a encore, malgré toute l'histoire de Purim, on reste malgré tout sous une tutelle étrangère de ceux qui nous permettent de retourner en Israël, de ceux qui dirigent malgré tout, par derrière, que nous-mêmes, un peu assujettis avec des puissances étrangères, on amène même chez nous. Comment imaginer que la destruction du temple est faite par les Romains qui eux-mêmes ont été, amenés ici par les descendants des Maccabim, qui eux-mêmes les amènent pour lutter contre les Grecs. On est dans une situation politiquement menacée, et c'est le côté spirituel qui est très important. Et quand il ne va pas, on a Hanouka, on a la lutte justement pour l'aspect spirituel. Voilà une première lecture. On pourrait dire de cette façon-là, Baït Rishon, c'est une binyan qui met l'accent sur le côté léoumi, Hevrati, Homri, matériel, social, politique, alors que le Baït Sheni prend le côté spirituel du peuple. Le Misbéach est construit le mois de Tishri, au moment de la reconstruction du Beth Amikdash, Baït Sheni, avant même que le Beth Amikdash ne soit construit. La première fête qui est célébrée au mois du Beth Amikdash avec ce Misbéach, c'est la Chag Sukkot, c'est la fête de Sukkot.
Le Baït Rishon, par contre, c'est le mois dans lequel on a cet aspect, comment dire, un compte qui correspond à la sortie d'Égypte. Et d'ailleurs, ça va redonner comment dire, son incidence sur le temps, puisque comment compte-t-on les années? Pour le Baït Rishon, on compte les années, les Minyan, Yetziat, Mitzrayim. On compte les années par rapport à la première année de la sortie d'Égypte, la deuxième année, combien d'années se sont déroulées depuis la sortie d'Égypte, avec le mois de Nissan, qui est le premier mois de la sortie d'Égypte. Sur ce mois de la sortie d'Égypte, le mois de Nissan, on compte. Et c'était revient à nombreuses reprises dans le texte, Letzet, Béné Israël, Me'eretz, Mitzrayim. C'est la référence du Beit Rishon. Dans le Beit Sheni, c'est très intéressant, puisqu'on reconstruit le Beit Hamikdash en Tishri, eh bien, on va montrer, comment dire, les années vont passer avec le mois de Tishri, qui est le mois de Tishri évoque la création du monde. Alors, pas encore la création du monde au niveau des années. Il faut bien savoir que les années de la création, c'est encore plus tardif. Pour l'instant, dans le Beit Sheni, on a adopté un autre mode de calcul qui est ce qu'on appelle Minyan les Shtarot, c'est-à-dire en moins 311, qui est comment dire, l'arrivée d'Alexandre le Grand en Eretz Israël. Et avec ce calcul, on a comment dire, calculé les Shtarot. Beaucoup ont gardé d'ailleurs cette idée jusqu'à présent. Chez les Thémanim, on a continué toute l'histoire jusqu'à l'époque moderne à garder le Minyan Ashtarot. Il y a quand même quelque chose de particulier, c'est que ce Minyan Ashtarot, moins 311, correspond année pour année, 1000 ans exactement à la sortie d'Égypte. Alors c'est très intéressant. Les gens disent, ah, c'est les Shtarot, qu'est-ce qu'on a fait des rois grecs et l'entrée en Israël? Non, non, c'est qu'on avait, à travers ce moment-là, exactement le souvenir encore de la sortie d'Égypte. Sauf, et ça c'est le passage intéressant, si c'est la sortie d'Égypte, eh bien qu'on compte les Shtarot, qu'on compte ce calcul-là de ce moins 311 et par ce qui vient à le mois de Nissan, puisque la sortie d'Égypte en Nissan est là, non, on a basculé au mois de Tishri. Au mois de Tishri de l'année 1000 ans après la sortie d'Égypte. Vous voyez donc que Beit Rishon, on est sur la sortie d'Égypte elle-même, le mois de Nissan de la sortie d'Égypte. Le Beit Sheni, on va basculer avec 1000 ans après la sortie d'Égypte, mais on est passé au mois de Tishré. Et d'ailleurs, dans la différence des Rashanim, on a Pessah et Nissan et Tishré, et on nous dit Nissan, c'est le mois où on compte les Malchés Israël, donc le côté national du peuple juif, alors que Tishré, on parle des Malchés ou Motarolam, pour l'ensemble des nations, quelque chose d'universel qui se trouve dans le mois de Tishri. Pessah est national parce qu'on détache le peuple juif de l'Égypte, on détache le peuple juif des nations. Vechol Arel lo yochalbo, on ne peut pas, comment dire, faire participer un non-juif au fait de manger le korban Pessah. On sort dans le désert avec encore des Égyptiens qui nous suivent, ça s'appelle Erev Rav, mais ils meurent tous dans le désert et on n'a plus quand on arrive en Eretz Israël. Suite à la sortie de Pessah, on détruit les Kénaanim, on éloigne toutes ces nations-là. C'est sous le signe de la coupure vis-à-vis des nations. Alors que le mois de Tishri, eh bien, les mois de Tishri célèbrent des événements qui sont de l'ordre de l'universel, puisque c'est la création du monde pour toutes les nations. Puisqu'on dit Kol Ba'e Olam Ovrim Lefanav Kivne Maron, donc on a les peuples juifs, mais l'ensemble des royaumes et des peuples qui sont jugés pour Kippour. On a le jour de Kippour où on évoque, où on se compare, où on essaie de dire si même des mécréants, comme les gens de Nineveh, à Kadosh Hu, tu as accepté leur teshuva, qui n'était pas vraiment sincère, qui n'était qu'un grand bluff, à plus forte raison, nous, on devrait accepter notre teshuva. Enfin, on se met quand même dans la comparaison avec les gens de Nineveh, qui ne sont pas des juifs. On a, à propos de Sukkot, on amène des corbanotes pour les chaper, tous les fautes des goyim. Donc, on a encore les goyim qui sont en référence. On dit là, à la voix, je dira aux goyim, venez faire la mitzvah de Sukkah. On a Ezra et Nehemia, qui justement, parce qu'il y a cette présence des goyim qui est présente, ils luttent pour éliminer les Nissou et Ta'arovet, pour éliminer toutes les femmes non juives qui avaient été prises. Et c'est pour cette raison-là que dans le Baït Sheni, on parle beaucoup plus de l'influence sur les goyim. On a Shimron HaTzadik qui rencontre Alexandre le Grand. On a la traduction de la Torah en grec. On a ensuite, finalement, vont sortir de là, comment dire, les religions qui ont, comment dire, dévoyé la émouna de la Torah. Tout ça se trouve dans le signe de Baït Sheni. Donc, voilà ces deux éléments-là qui nous permettent d'entrevoir Beyom, Achodesh, Arishon, le mois de Nissan, avec la particularité de ce premier Nissan comme étant non seulement le premier mois, le premier jour, mais étant aussi l'initiative, le début d'une nouvelle année,
de quelque chose de nouveau qui commence avec le mois de Nissan et la sortie d'Égypte. Voilà une première explication qui commence par Rabbi Avraham Ben Ezra et qui est un peu développée ensuite par le Ralbag. Mais le Ralbag rajoute encore un autre élément qui nous ramène quelque chose qui n'a plus lien à Rosh Hashanah, Tishrei et Nissan, mais dans une autre direction. Alors, qu'est-ce que nous dit le Ralbag? Cette fois-ci, ce n'est pas dans son commentaire sur notre pasouk, Beyom HaChodesh HaRishon, mais c'est à propos du pasouk de Parashat HaChodesh. HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Alors, c'est quoi ce HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim? Rishonu Lachem Lechodshei Hashana. HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim est très problématique. On comprend a priori, tout à l'heure on dira peut-être un peu différemment, mais pour l'instant, HaChodesh Hazeh, Chodesh signifie le Hidush Alevana, ce qu'on appelle en français la néomini, le moment où la lune, la nouvelle lune, à Chodesh Hazeh, ce Hidush de la Levana, Lachem, Rosh Chodashim, c'est le début de tous les différents mois de l'année. Ce n'est pas le mois dans son ensemble qui est évoqué, puisqu'on n'aurait pas pu dire dans ce cas-là, à Chodesh c'est pour le mois Nissan, mais c'est à Chodesh Hazeh, cette nouvelle lune, et d'ailleurs on montre dans le Midrash, chaque jour montre à Moshe dans le ciel, Kazer et Kadesh, voilà la Levana Achadasha. Et on voit dans un problème très intéressant, c'est comment le mois est fixé avec le Molad, la nouvelle lune qui apparaît. Il faut savoir qu'il y a 3 différentes sortes de Molad qui existent. Je vais le faire assez rapidement, mais c'est un sujet très très vaste qui a trait à la façon dont le calendrier juif et le Loir a été fondé. Notre Chodesh n'est pas absolument identique au mois lunaire naturel. Il y a la nouvelle lune de la nature, réelle, véritable, ce qu'on appelle le molad astronomique, la nouvelle lune astronomique telle qu'elle est dans le ciel, ce que le Rambam appelle dans l'Ilchot Kiddush HaRoshen Itka Betzut. Pourquoi il appelle ça Itka Betzut? C'est le moment où la Levana est le plus proche de tous les 2 centres, le centre de la Terre et le centre du Soleil. Si on trace une ligne du centre de la Terre au centre du Soleil, lorsque la Lune se trouve le plus proche de cette ligne-là, donc entre la Terre et le Soleil, bien entendu, comme elle tourne autour de la Terre, alors il y aura un moment de la journée où elle sera de l'autre côté, mais le moment où elle s'approche le plus de cette ligne-là, c'est le moment qui s'appelle le Molad Amiti, le Molad, la nouvelle lune, et qui ensuite va apparaître. Ensuite, on a une autre manière de calculer, pas le moment réel, véritable, mais le côté moyen, le Molad à Memutsa. C'est-à-dire, on prend d'un molad d'une nouvelle lune à une autre nouvelle lune, et ainsi de suite, et puis alors, ce n'est pas toujours le même temps, et on fait la moyenne de tout ça. On pourrait dire qu'il y en a même 4. Il y a ensuite le molad tel qu'il est vu, c'est-à-dire quand on voit la nouvelle lune qui apparaît dans le ciel, et qui dépend de la vision, de le fait de l'observation des témoins. Il faudra rajouter peut-être aussi la moyenne du calendrier, qui n'est pas exactement la même que la moyenne scientifique. Il y a à peu près 1/3 de seconde entre l'une et l'autre, mais ça peut avoir des retombées sur la longue durée, et qui nous donne, dans le molad, la nouvelle lune, ou la durée du mois standard moyen dans le calendrier juif, 29 jours, 12 heures, et Tafshin Sadi Gimel, 793 halakim. Alors là, c'est un côté un peu compliqué. Les heures ne se divisent pas en 60 minutes et les minutes en 60 secondes, mais les heures se divisent en taf taf reshpe halakim, 1080 parties, un halek. L'heure se divise en 1080 et sur cette heure-là, on a 793 qui fait à peu près 44 minutes. Donc 29 jours, 12 heures et 44 minutes, c'est le temps moyen du molad dans le Loir tel qu'il a été prévu. Ça a été déjà compté par les Grecs. On a Hipparque au IIe siècle qui a fait tous ces calculs astronomiques et qui a donné déjà ces idées-là en divisant, donc, ce calcul-là, en divisant l'année en 12 constellations. Ce sont les 12 mazalot qu'on appelle, les signes qui se trouvent, les étoiles, constellations d'étoiles. Et donc, l'année solaire aurait 12 parties différentes, en voyant les étoiles qui se dérouleraient, qui tourneraient à chaque fois différemment dans le ciel. Il a calculé aussi, Hipparque, le temps du mois lunaire moyen en divisant le temps qui existe entre la moyenne qui existerait, ce serait entre 2 moments où il y a une éclipse de lune, et pour avoir un nombre exact de mois. Ce qui se déroulait, c'est quelque chose d'assez compliqué, 126 000
7 jours qui sont divisés en 4267 mois lunaires. Et de cette façon-là, quand on divise l'un dans l'autre, on obtiendrait 29 jours, 12 heures, 44 minutes. Et si on calculait ça en fonction des secondes, 2,4, etc. secondes. C'est le mois moyen d'après IPAR. C'est pas très loin du mois exact, puisqu'aujourd'hui, le mois exact astronomique, c'est 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,9 secondes. Vous voyez, on était déjà à 2,4 secondes. Voilà, c'est ce qui arrive, comment dire, qu'on a trouvé déjà dans d'autres textes et qui a été avant, mais alors là-bas, c'est sur des bases de 60, et on l'a retrouvé plus tard, là je parle du monde grec, on l'a retrouvé plus tard avec différentes règles du Loir telles qu'ils ont été expliquées, notamment par Al-Khawarizmi, qui était un grand mathématicien astronome arabe, qui était en Ouzbékistan, ensuite il est mort à Bagdad aux environs au milieu du 9e siècle, et qui d'ailleurs Al-Khawarizmi a donné le nom de algorithme, c'est lui qui a inventé le mot algèbre, et on a à peu près tous ces calculs-là. Jusque-là, je donne des références générales. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau juif? Et ça, c'est très intéressant. A priori, on devrait dire, le temps qu'il y a entre tous les mois, puisque la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre, on devrait avoir une fois par mois une éclipse de Lune ou une éclipse solaire. Pourquoi on n'a pas ça tous les mois? Pour une raison très simple, c'est que le plan de la révolution de la Lune autour de la Terre n'est pas égal au plan de l'elliptique. Le plan de l'écliptique, c'est celui sur lequel se déroulent les éclipses, et ce plan-là n'est pas exactement, il y a une sorte de orientation, inclinaison de l'axe de la Terre qui fait qu'on n'est pas sur le même plan. Alors maintenant, de tout ça, qu'est-ce qu'il en est au niveau juif? Et le Ralbag poursuit cette idée-là. Après avoir connu tous ces éléments-là, bien entendu, tout le grand Chachamim, et notamment le Ralbag, qui était un grand scientifique, connaissait tous ces éléments-là, qui sont la base du calcul du Chodesh, pose la question, mais alors pourquoi notre molad, la nouvelle lune du calendrier juif, n'est pas la même que la nouvelle lune du molad astronomique? Le Chodesh, le mois juif, n'est pas égal de manière exactement précise comme le côté astronomique dans l'exactitude astronomique. Eh bien, c'est très important. Il nous dit la chose suivante, et là on retombe sur notre passouk. Il dit, si jamais c'était exactement suivant le mois astronomique, que chaque fois, au moment du molad astronomique, on tomberait, on l'a dit, c'est 29 jours, 12 heures, 44 minutes, etc. Mais si jamais le mois recommençait à ce moment-là, bien, on aurait des mois qui commenceraient au milieu de la journée. Par rapport au soleil, ça pourrait tomber à n'importe quel moment. C'est 29 jours, 44 minutes, 12 heures, 44 minutes. Et donc, en fait, pour qu'on tombe toujours sur des mois, sur des journées, et qu'il y ait une adéquation entre la révolution de la Lune autour de la Terre en près de 30 jours, en 29 jours et quelques, et des journées qui commencent le soir et qui finissent le matin, il fallait une adéquation de l'un à l'autre. D'où on sait qu'on doit suivre le mois qui commence avec la journée et pas le mois qui commence avec le véritable temps astronomique de la Lune, parce qu'il est écrit Beyom Achodesh Arishon Bechad Lachodesh. Et le Yom Arishon, ça doit tomber sur une journée, ça ne doit pas tomber au milieu de la journée. Étant donné que le calcul de la nouvelle lune, de manière exacte, précise, astronomique, ne fixe pas un mois qui se renouvelle à chaque fois au début de la journée, il fallait une injonction de la Torah pour nous dire Beyom Achodesh. Ça va tomber à un certain moment de cette journée-là, le mois exact de la nouvelle lune, mais on ne peut pas le faire à ce moment-là, on doit l'amener dès le début de la nuit, c'est ça qui commence le Yom à Chodesh Harishon. Et ça, c'est une idée très importante, parce qu'en disant ça, eh bien, on détache un petit peu le mois lunaire de la réalité lunaire. Le mois lunaire, tel qu'il est calculé dans le Loir juif, de la nature de manière précise et exacte, il y a une inexactitude qui demande après parfois à être rectifiée, etc., entre le mois tel que le calendrier le présente et le mois lunaire tel qu'il est déterminé par la nature. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Eh parce que ça fixe pour le mois quelque chose d'autre que simplement les données de la nature, les données de la science, les données, comment dire, d'une révolution. Si on avait le calcul du mois simplement parce qu'il y a le renouvellement de la Lune, on serait peut-être dans quelque chose qui se renouvelle à chaque mois, un moment différent.
Mais là, ce n'est pas le cas. Et ça demande à être approfondi. Et pour être approfondi, je crois que celui qui a développé très longuement cette idée que je vais dire maintenant, c'est le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui pose la question, toujours la même, Yom HaChodesh HaRishon Bechad LaChodesh. Pourquoi on a ce Yom HaChodesh? Même question du départ. Et il donne le point important en disant, c'est justement pour différencier le mois de la Torah du mois cosmique, astronomique. Le Rosh Chodesh de la Torah n'est pas une fête de la nouvelle lune, n'est pas une fête dans laquelle on est en train de célébrer quelque chose de cosmique. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ça nous permet de nous séparer. Alors, on a toujours le calendrier lunaire et le calendrier solaire, et on a une composante des deux. Là, on est en train de parler que de celui de la lune. Chodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim. Mais même dans le calendrier lunaire, il y a quelque chose d'essentiel, fondamental dans tout ça. Est-ce que le mois est déterminé par un événement simplement naturel ou parce que, à l'occasion de l'événement naturel, il y a quelque chose de sacré qui se déroule à l'intérieur de l'homme, de la société et du peuple juif. La conception du mois dans la Torah n'est pas celle qui célèbre un événement extérieur, c'est celle qui prend prétexte de l'événement extérieur pour créer un renouveau intérieur profond. Où on le voit? Eh bien, c'est très simple. Ce Chodesh Harishon, qui correspond au mois de Nissan, alors on le détache cette fois-ci de la création du monde, mais on est dans la création du Mishkan. Or, le Mishkan, c'est le moment où la Shekhinah commence à résider dans le peuple juif. Mishlachon Shekhinah, Shachanti Betocham. Le kavod d'Akadosh Baruch Hu réside sur terre, et en particulier dans le peuple juif. De la même manière que le mot du Moed, Ohel Moed, ne définit pas simplement le temps, mais définit la rencontre. De la même manière que le mot Zman ne définit pas simplement le temps, mais définit le Zimoun, la Azmana, le moment dans lequel il y a un appel. Il y a à travers l'ordre de la nature du temps quelque chose d'autre qui est la rencontre de l'homme avec Akadosh Baruch Hu, qui se déroule à l'occasion de ce moment. Mais ce n'est pas le moment qui la détermine, c'est la rencontre et le hidouche de l'homme et d'Akadosh Baruch Hu qui la détermine. Le Rosh Chodesh, c'est celui qui amène le hidouche au niveau national pour la sortie d'Égypte. C'est le moment dans lequel on a Veshachanti Betocham pour la Shekhinah qui peut résider dans le peuple juif, donc quelque chose de national, et qui nous permet de conclure la Yetshua de Mitzrayim, puisqu'on a le Mishkan qui arrive. Et ça, c'est très important, parce que du coup, lorsqu'on nous dit Beyom HaChodesh HaRishon, c'est plus Beyom Shel HaYerach HaChadash, le mot Chodesh, dans le sens du Hidouche de la Levana, qui parlerait simplement du côté astronomique. On aurait suffi pour ça de le dire Bachodesh Harishon, la nouvelle lune, Bechad HaChodesh. Mais c'est nous parler le Zman du Rosh Chodesh Harishon des Bnei Israël quand ils sortent d'Égypte, ce jour-là qui a été choisi pour dresser le Mishkan et le jour qui va être le premier des mois, le premier jour qui va définir les différents mois de l'année. Et d'ailleurs, c'est ça ce qui réfléchit, ce qu'on disait tout à l'heure en commençant. On ne doit pas construire le Beth Amikdash ou le Mishkan la nuit. La nuit étant sous le sigle de la nature aveugle, purement naturelle, mais au moment du jour, au moment où il y a la connaissance, la conscience, la vision, l'assurance de l'homme, parce que c'est la conduite morale de l'homme qui va définir sa conduite, symbolisée par la voda du Mishkan. Et c'est très important parce que du coup, on comprend ce que signifie Achodesh Azeh Lachem, Rosh Chodashim Rishonu Lachem. Est-ce que c'est Achodesh pour parler du mois ou est-ce que c'est pour parler du début du mois? Voilà la question qu'on évoquait tout à l'heure. C'est le début du mois parce que ce début du mois qui va lui initier quelque chose de particulier, qui va donner réponse à quelque chose d'essentiel. Beaucoup ont dit, vous savez pourquoi dans la Torah, on ne parle pas de calcul du mois, on ne parle que simplement des témoins, on ne parle du Kiddush HaChodesh, et c'est que plus tard qu'on a parlé de la façon de calculer le mois, ça a mis un long moment avant de s'instaurer notre calendrier, parce qu'ils n'avaient pas de connaissances astronomiques très développées, comme si c'était ça qui arrêtait ni les Chachamim, et bien entendu pas Akadosh Baruch Hu pour nous leur donner. Et qu'est-ce qu'on faisait lorsqu'on avait des témoins, simplement une journée où les nuages sont là et on ne peut pas voir le Rosh Chodesh? Alors on attend puisqu'on ne sait pas calculer, on n'a pas de témoin. Comment expliquer lorsque les Chachamim nous disent qu'il y avait des tatspiyot, des observations chaque mois pour voir et attendre la lune? Comment expliquer que lorsque les témoins ne sont pas arrivés,
eh bien, les Chachamim nous disaient demain, ça sera Rosh Chodesh, et c'est pas simplement à l'époque de Chazal, puisque même avec David Ameller, Machar Chodesh, que d'idées sont évoquées simplement dans le titre de cette Haftara qu'on lit à chaque fois quand Rosh Chodesh tombe le Yom Rishon. Qu'est-ce que ça veut dire Machar Chodesh? Machar, demain sera le Rosh Chodesh. Mais nous, on savait que c'était demain le Rosh Chodesh. Les témoins, ils ne sont pas encore arrivés. Il est écrit encore Mimachorat à Chodesh Hasheni. Dans la suite de David Ameller, dans l'histoire, le deuxième jour du Rosh Hashanah. Ce qui prouve qu'à l'époque de Shelomo, pardon, à l'époque de Shaoul, on célébrait déjà 2 jours de Rosh Chodesh. Il y avait des mois pleins et des mois chassérim. Alors ça, c'est des idées qui sont liées avec le calcul, ce pas des idées qui sont liées avec les témoins, ce qui prouve bien que le calcul n'a jamais fait aucun problème. Quelle est l'idée qui est derrière tout ça? Elle est fondamentale. À la base, il y a quelque chose d'astronomique, d'accord. Mais plus loin que cette chose astronomique, il y a un processus de Kiddush à Chodesh. Kiddush à Chodesh, c'est quelque chose qui a affaire, une affaire d'homme, une affaire de collectivité du Ram Israël, symbolisé par le Bet Din. C'est un mishpat. Bet Din dans le sens de justice. La preuve de ça, d'ailleurs, c'est que pour faire ce Kiddush à Chodesh, il faut un Bet Din de Shlosha. 3 Dayanim. Alors que pour juger des jugements des dîners mamonotes, s'il y a un Dayan qui est Samour, ça suffit. Si c'est le Bedin, ça doit être fait que Bayom. Ça ne peut être fait que avec 2 témoins. Alors que d'habitude, dans les Inyanim de Issourim, on aurait pu dire si un témoin a vu, ça suffit. Ce n'est pas l'événement naturel qui nous importe, c'est l'acte du Bet Din d'intervenir à propos de l'événement naturel qui est important. Et ça, c'est fondamental. Ça donne la force à la Kedusha et à la justice, au Bet Din, à ce que représente le côté spirituel et non pas le culte de la nature. Et d'ailleurs, on nous dit, Raoul Koulam, Siamé, tous l'ont vu. Et les témoins ont été questionnés, on les a fait passer. Mais on n'a pas eu le Bet Din n'a pas eu le temps de faire Kiddush à Chodesh, de dire Mekoudash, lorsque la nuit est déjà tombée. Alors au niveau de l'événement de la nature, on en est sûr, eh bien, donc on devrait dire que c'est l'événement. Non, puisque c'est quelque chose qui a trait comme un jugement qui ne se rend que pendant la journée, eh bien le Chodesh sera Me'oubar, on rajoutera une autre journée. Ce qui veut dire que l'essentiel, c'est la Kevira Mekoudeshet par ceux qui représentent le peuple juif. Et c'est écrit de manière très claire, Asher Tikreu Otam Bemor Adam. Pourquoi il est écrit Otam? Il n'y a pas le Vav dans Otam. Asher Tikreu Atem. Atem, Bemoradam. Moradam, on a l'idée du Moed, du Yaad, du Vaad. C'est vous qui fixez le Rosh Chodesh. C'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu donne aux hommes à fixer. Vous n'êtes pas dépendant de la nature, ça c'est l'idolâtrie. Vous êtes ceux qui voyez ce que la nature, les changements de la nature, et vous imposez la Kedusha sur la nature, c'est la position de la Torah et de la Emouna. Ce n'est pas un événement au moment où la lune se trouve à l'Itkabtsut entre le soleil et la terre, et que tout d'un coup elle apparaît, on est là, comment dire, dévot de l'événement naturel. C'est au contraire, Akadosh Baruch Hu pose la question aux hommes, est-ce que maintenant que la lune est revenue sur le peuple juif, est-ce que le monde revoit la lune, est-ce qu'il y a un renouveau à l'intérieur de la relation entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu qui se crée? Voilà la vraie question. Et ça, les Bedin disent Mekou Deshet. Il y a l'idée de Kedusha, c'est-à-dire une idée qui est au-delà de la nature, qui se déroule à ce moment-là. D'ailleurs, dans la Gemara, dans Maseret Rosh Hashanah, on nous dit En mekadeshin et ayareach shelo nira bismano. Si jamais la lune n'a pas été vue bismana, eh bien du coup, il n'y a plus le doute. On va dire que c'est l'événement naturel qui a été vu, puisqu'on n'a pas vu à ce moment-là. On n'a plus besoin de fixer le Kiddush Chodesh, que le Chodesh est Me'oubar naturellement, eh bien, il est déjà passé. On n'a pas besoin de se démarquer de la position idolâtre, de la position païenne qui sanctifie la nature, puisque la nature c'était hier, et pourtant on n'a pas pu être Mekadesh, on sera Mekadesh le lendemain. Et du coup, il y a une opinion qui dit El Mekadshim et Ayareach Shelonira Bismano. Est-ce qu'on peut être Me'aber et Chodesh Letzorer? Dans la Gemara, dans Maseret Rosh Hashanah, et dans d'autres Masertot, dans Sanhedrin, on a tout un tas de raisons pour lesquelles on peut être Me'aber. L'année, bien sûr, mais aussi le Rosh Chodesh. Par exemple, pour ne pas que Yom Kippour tombe ni un vendredi, ni un dimanche, qui serait collé à Shabbat, pour ne pas avoir le Tzom et le Shabbat, comment dire, 2 journées de Shabbat l'une après l'autre, vendredi Shabbat ou Shabbat et
dimanche, on aurait Kippour le dimanche, eh bien, on aimait Kadesh le Chodesh, ce qui a donné d'ailleurs après, quand on a les calculs du Rosh Chodesh, l'Ohadou Rosh, on ne peut pas fixer Rosh Hashanah de façon à ce que ça tombe de cette façon-là. Eh bien, c'est très intéressant. Ça n'a plus rien à voir avec la nature. Ça a un lien avec un rapport particulier que le jour du Yom Kippour. Et pour pouvoir définir le jour du Shabbat au-delà de la nature, Kedusha de la semaine, le jour de Yom Kippour au-delà de la nature, qui est donné par la journée de Yom Kippour, eh bien, on déplace le journée du Rosh Chodesh. Ce qui montre très bien que ce n'est pas l'événement de la nature qui n'est qu'un prétexte, mais c'est les Chachamim qui le décident. Et les Chachamim vont encore plus loin. Lorsqu'il est écrit Asher Tikreu Otam Bemo Adam, puisqu'il n'y a pas de Vav, Asher Tikreu Atem. Et la Gemara dit Atem, Afilu Shogegin, Afilu Mezidin, Afilu Mut'im al Yedei Sheker. Lorsque le Bedin fixe, même si jamais le Bedin a été trompé, le Bedin n'a pas véritablement pris tout en compte et est arrivé, Béchogeg ou même Bémézid, à une mauvaise conclusion, puisque la détermination du mois est entre les mains du Bedin, eh bien c'est fixé par le Bedin, même dans des cas où il a été Shogeg, Mézid ou Moutaré, le Rosh Chodesh restera malgré tout fixé tel qu'il a été. Encore une fois, on est loin de la célébration de la nature, on est la célébration de la force du Ham Israël à travers ses représentants spirituels qui sont le Bezdin qui fixera le Rosh Chodesh. Remarquez d'ailleurs un point intéressant que Yom Tov Sheni Shel Galouyot, lorsqu'on est en Chutz Laaretz, est aussi un bon exemple. Pourquoi on fait Yom Tov Sheni Shel Galouyot aujourd'hui, puisque on connaît tout? On a le calendrier est très clair, on n'a plus de doute véritablement. Pourquoi est-ce que justement, dans ces dernières générations, où le calendrier est devenu répandu, tout le monde là en même temps, on devrait arrêter le Yom Tov Sheni Shel Galouyot? C'est-à-dire que les réformés, c'est une des premières choses qu'ils ont essayé d'éliminer. Mais la raison est très simple, c'est particulièrement en Galoute, où nous n'avons pas la responsabilité collective qui représente le rapport du Ham Israël avec Akadosh Baruch Hu, puisque nous ne sommes pas en Eretz Israël. Et donc, celle qui permet d'être Mekadesh, le Rosh Chodesh, le premier jour, eh bien, on ne l'a plus. Par conséquent, on dévoile à chaque fois, ce n'est pas un doute qui est de facto, c'est un doute qui est voulu, c'est même pas un doute, c'est une volonté de bien manifester que n'étant pas en Eretz Israël, on n'a plus la possibilité de déterminer de manière exacte, et donc on a des journées un peu hésitantes, et ces doubles journées, ce Yom Tov Sheni Shel Galouyot, nous oblige à prendre conscience de l'importance du Bet Din en Eretz Israël pour fixer le temps qu'on a sur le mois. Et donc même quand on n'a pas de doute, on continue à le faire pour bien manifester l'éloignement qu'on a du pays d'Israël et de l'autorité des Chachamim en Eretz Israël. Et cette attente qu'on aurait encore plus en Chutz Laaretz, à voir le Rosh Chodesh, c'est-à-dire à attendre, à voir les différents membres du corps collectif du Ham Israël présents dans le pays d'Israël. Il y a d'ailleurs une remarque très intéressante qui est faite par un des Chachamim, le Dayan d'Égypte, à l'époque du Rambam, qui a écrit un pirouche, Rabbi Ovadia, ben David ben Ovadia, sur les Ilchot Kiddush HaChodesh. Dans son commentaire sur les Ilchot Kiddush HaChodesh du Rambam, il fait une remarque très très intéressante. Il est écrit à propos des Rosh Chodesh et des Moadim, Moadechem, Chodshechem ou Moadechem. C'est-à-dire que le mot Moed ou Chodesh est décliné en fonction des personnes. Moadechem, votre mois, vos fêtes, Moadechem. Et par contre, Shabbat, il n'a jamais écrit à propos du Shabbat, Shabbatechem. Jamais le jour du Shabbat est décliné votre Shabbat. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on l'a une fois, pour ceux qui connaissent, ils vont dire, ah mais il y a écrit Tishbetu Shabbatechem. Oui, Tishbetu Shabbatechem, c'est Yom Kippour, qui n'est pas le Shabbat fixé par la nature des jours de la semaine, mais qui est fixé par le Rosh Chodesh, puisque le jour de Kippour tombe le 10e du mois, c'est un Shabbat, c'est le seul Shabbat qui dépend du Kiddush HaChodesh, puisque c'est en fonction de ça qu'on sait qu'on va tomber le 10e jour. Donc c'est le seul qui mérite effectivement ce Chodesh. L'explication de Rabbi Ovadia ben David, c'est de nous dire, eh bien, le Chodesh et les Moadim sont à vous, Chodshechem, Moadechem, et Yom Kippour aussi est Shabbatechem, puisque c'est décidé par les Beddin. Alors que le Shabbat, eh bien, le Shabbat n'est pas à vous. Le Shabbat n'est pas déterminé par vous, est déterminé par Akadosh Baruch Hu. Voilà cette idée qui nous est évoquée toujours dans ce Beyom HaChodesh, Arishon Be'echad LaChodesh, cette journée
qui nous permet d'innover, de participer, d'être actif avec Akadosh Baruch Hu dans la continuation du cycle du temps. Pas le jour de la lune, mais l'occasion de la lune pour pouvoir définir le Rosh Chodesh. Et là-dessus, le Rav Hirsch présente en disant, lorsqu'il est écrit « A Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim », pourquoi il est écrit Rosh Chodashim et pas Rosh HaChodashim, comme il est écrit ou le Chodesh Hashana. On devrait dire Rosh HaChodashim. Il dit non, c'est pas Rosh HaChodashim, les mois naturels qu'on connaît. Et là, Rosh Chodashim, ce mois-là, ce renouveau-là est le début des renouveaux particuliers au peuple juif qui sont différents et à chaque fois nouveaux dans leur essence fondamentale. Et c'est sur ça les mois du calendrier juif. Le Rosh Chodesh est un moment dans lequel il y a quelque chose, un renouveau moral et spirituel, et c'est en ce sens-là qu'on a dans le Midrash, on dit Chodesh Hazeh Lachem, Lachem c'est à vous, c'est pour vous, le mois est à l'image du renouveau du peuple juif, et de cette manière, la lune est elle-même l'image du Ham Israël. Voilà quelque chose d'important, parce que autour du Rosh Chodesh, on a une idée de kapara, une idée de slicha, on amène un korban qui nous permet justement de l'échaper. Il y a une yeshua, une geoula, dans lequel on se libère, où on fait la kapara sur certaines fautes. Et il y a toute une description halachique sur qu'est-ce que le korban, le khatat qu'on amène, vient faire pardonner. On a, comment dire, je dirais, l'idolâtrie ne connaît pas l'innovation pour l'homme, ni dans l'univers, ni dans la personne. Même aux yeux des, comment dire, des divinités, tout est géré par comment dire, un fatum, un déterminisme impossible, inébranlable, inéluctible. Le jour d'aujourd'hui se développe sur le jour d'hier et continue, entraîne le jour de demain. Il y a comment dire, un refus essentiel à une création yesh me'ayin. Sur rien, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. L'idée d'une création yesh me'ayin, l'idée de la Briat Haolam, dont on évoquait tout à l'heure le rapport avec Bereshit, avec Tishrei et Nissan, est justement la possibilité de créer quelque chose de nouveau dans le monde, et donc pour l'homme, la possibilité morale, yesh me'ayin, de nouer quelque chose pour lui et pour sa vie. Et c'est ça ce que représente le Chidush HaLevana. Et ce point-là est très intéressant parce que il est possible que le rapport qu'on ait vis-à-vis de l'histoire d'une manière générale, voilà, peut-être avant de donner cette idée-là, je rajouterai encore un élément puisque je parlais de l'idolâtrie. Il faudrait consacrer un cours entier sur l'idée du Chodesh à Aviv, le mois du printemps, mais vous aurez remarqué que le mot printemps, alors bien sûr, printemps c'est le premier temps, c'est le temps justement du nouveau, on est d'accord là-dessus, mais on a le mois d'avril. D'où vient le mois d'avril? Pendant longtemps, on a dit l'origine du mois d'avril, c'est l'idée de aprire, c'est l'ouverture, c'est lorsque la nature s'ouvre, les bourgeons s'ouvrent, c'est cette idée d'après. En fait, on a dit non, pas du tout. L'origine du mois d'avril n'est pas sur l'ouverture de la nature, mais c'est Aphrodite. Aphrodite, c'est la jeunesse. Derrière la nature, il y a l'idolâtrie. Derrière la nature, il y a exactement, j'allais dire, l'antithèse du mois de Aviv, puisque le mois de Aviv, mais j'en reparlerai peut-être à une occasion, on va dire, uniquement sur cette idée de Aviv, l'idée du mois de Aviv, il y a le mot Av et il y a le mot Ibéanachal, qui parle à la fois de l'origine, du père, de celui qui a engendré, et Ibéanachal, c'est le jeune pousse qui pousse. C'est-à-dire que le renouveau se fait dans une continuité par rapport à ce qui a précédé, mais à quelque chose de nouveau qui est donné. Ça n'a rien d'idolâtre, c'est la force de l'homme pour pouvoir gérer et produire toutes ces choses-là. Voilà ce que signifie le Rosh Chodesh. Le fait de déterminer de manière astronomique comment dire, les mois nous permet de définir que le temps est géré par les Chachamim, par le Ham Israël, qui est maître du temps. Et je terminerai par cette idée du Rav Ben Amozeg dans Israël et l'humanité qui est fondamentale. Le Rav Ben Amozeg, dans Israël et l'humanité, développe une vision, j'allais dire, universelle, dans laquelle la Torah peut enseigner aux nations quel est leur rôle aux yeux de la Torah, quel est le message de la Torah. À travers les différents peuples, la Torah n'est pas simplement pour définir le côté particulier du Ham Israël et la force du Ham Israël, mais elle définit le monde dans son ensemble. Et là-dessus, il a une remarque très intéressante. Il remarque dans la conception du temps, la façon dont le temps est défini, il dit c'est très intéressant que quoi? Eh bien qu'on a Akadosh Baruch Hu créé le monde, Boné Olamot ou Macharivam,
On a une idée de Torah Tashmitot, selon laquelle le monde a 7000 ans. Et sur les kabbalistes, il y a différentes shmitot de shmitot. 7000 ans, mais encore on a d'autres, comme on a le Yovel, 7 fois 7, 49 ans. Donc on a la première, la deuxième shmita, il y a même des marlokot. Chez les Mekoubalim, pour savoir, on est dans la première shmita, on est dans la dernière shmita. À quelle shmita de 1000 ans on se trouve dans l'histoire du monde? C'est très intéressant. On a une position dans laquelle le monde donc est en évolution. On a une position, il dit le Rabbi Abozek, c'était l'époque des découvertes de Darwin et tout ça, évolutive, proche de Darwin, sauf avec une différence fondamentale et essentielle. Et là, la comparaison au niveau du temps. Dans toutes les mythologies païennes, on compare l'histoire, là, on met l'histoire ou le temps, ou l'histoire du monde à l'analogie des individus, soit la vie humaine, soit les cycles menstruels, soit la jeunesse, la vieillesse, soit les révolutions célestes, les signes du zodiaque, les planètes, les périodes naturelles, les saisons. C'est-à-dire que la conception du temps est basée sur l'individu, le ciel, la nature. Alors que dans la conception juive, et particulièrement celle des kabbalistes, on a la palingénèse, on parle Ben Amozeg, la renaissance, le renouveau, une naissance nouvelle, cosmique et terrestre, qui est sur une image particulière, celle de la Shemitah. L'image de la Shemitah, c'est la société humaine. Il dit, il y a une idée évolutive, il y a une idée progressive, mais cette idée-là ne concerne pas la nature comme une donnée, comme une évolution telle qu'elle est définie par Darwin. Elle est dans quelque chose de progressif parce que là où il y a quelque chose d'évolutif, c'est dans la société et dans la morale et dans la justice, dans ce que l'homme doit faire dans le monde. Et c'est pour cette raison-là que la façon d'entrevoir le temps n'est pas simplement basée sur les cycles naturels de l'homme, de la vie de l'homme, des saisons, des planètes, du zodiaque, etc., qui sont des cycles donnés, astronomiques, qui n'ont rien à voir avec rien, astronomiques ou biologiques ou autres. Elles sont données par des cycles de Kedusha, c'est-à-dire de 7 ans, c'est-à-dire des cycles dans lesquels l'homme est celui qui fixe quelque chose de nouveau. La société, à travers les mitzvot de la Shemitah, à travers le Yovel, impose à son temps quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose de moral et de justice qui est donné là-dessus. C'est l'humanité morale de l'homme qui évolue et pas l'aspect zoologique naturel, comme le croyait Darwin. Les cycles de 7 rompent avec le cours naturel. Donc il y a le Shabbat, il y a le mois de Tishré, il y a la Shemitah, il y a le Yovel, il y a ce dont parlent les kabbalistes, des Torah Shemitot. Et donc voilà pourquoi le Rosh Chodesh ne manifeste pas un culte de la lune ou une manière d'entrevoir la néoménie à la façon païenne. Au contraire, c'est par ce décalage, cette infime, comment dire, imprécision par rapport à l'exactitude astronomique que se manifeste la précision morale du peuple juif à fixer le temps et avoir du renouveau. Et j'oserais dire, vu les temps qui courent, c'est la raison pour laquelle le peuple juif entrevoit dans les déterminismes historiques, politiques, j'allais dire militaires, pas quelque chose qui est inébranlable, pas quelque chose dans lequel on doit accepter de manière défaitiste le déferlement de la perversion et du mal, mais on prend, comment dire, la lutte, comment dire, fondamentale contre le mal pour pouvoir apporter un monde meilleur, pour pouvoir changer le monde, pour pouvoir lutter contre les perverses de toutes sortes qu'ils soient, pour pouvoir justement comment dire, améliorer le monde. C'est un prix qui est payé, c'est parfois un prix lourd, mais c'est le seul prix qui me donne à l'homme la possibilité de réfléchir à un monde futur qui sera meilleur, plus juste et plus moral, plus proche d'Akadosh Baruch Hu que le monde dans lequel nous nous trouvons avec le déferlement de la violence et de la perversité. Bonjour, Shavuot et merci beaucoup. Ouais. Euh, une question et une deuxième question. Pourquoi aujourd'hui on insiste dans les calendriers et ailleurs à indiquer l'heure du molad? Tel jour, telle heure, etc. Première question. La deuxième, est-ce que lorsque Dieu dit
Et puis voilà, Kapala, Shimiate, Talebana, et Tayaria. Oui, Excusez-moi, désolé. Un oui, Dieu qui s'excuse. On n'a jamais vu ça, mais on en a un oui, chez nous. oui, Est-ce que c'est justement pas pour mettre de côté cette dimension naturelle bien et sûr. développer ce que vous avez développé? Chazak ou Baruch, comment dire, deux directions très très importantes que vous évoquez là. Alors je commence par la première, l'idée du molad. Alors d'abord chez nous, on n'a pas cette habitude de développer le molad dans le Shabbat à la synagogue. La raison pour laquelle le molad, on l'évoque, c'est parce qu'il y a certaines conséquences halachiques de cette heure exacte du molad, qui parfois est changée lorsque Rosh Chodesh tombe un jour après. C'est le dernier jour où on peut faire la Birkat Levana, puisque le Birkat Levana se fait 15 jours, apparaît le molad, et donc parfois c'est avant le 15 du mois, puisque le 15 du mois parfois a un certain retard. Donc on le donne pour avoir ces renseignements-là. Nous, on n'a pas cette habitude-là, et je rajouterai, vous avez parfaitement, comment dire, c'est juste d'avoir évoqué cela, je ne perds pas un mois de molad où on ne dit pas le molad dans nos communautés, que alors des gens viennent nous dire, mais vous n'avez pas annoncé le molad, pour bien expliquer ce que j'ai expliqué maintenant, enfin rapidement, dans ce cours, en disant justement, on est contre cette précision astronomique du molad, parce que ce qui nous importe, ce n'est pas la précision, mais c'est le fixé par les chachamim du Kiddush HaChodesh. Donc vous avez parfaitement raison dans ce point-là. Et le deuxième, alors le deuxième, ce serait un cours beaucoup plus vaste, mais c'est aussi tout à fait judicieux, parce que si même Akadosh Baruch Hu demanderait kapara pour l'avoir été mi'atzi et tayareach, c'est bien pour nous, pour bien prendre conscience qu'on est à travers le mois du Rosh Chodesh dans un moment de kapara, et qu'on est dans ce mois de Rosh Chodesh pour essayer de réparer. Alors, est-ce que c'est une faute, comment dire, essentielle, ontologique qui nous précède, puisque c'est la faute de la terre, la faute de la, etc. On est dans une situation de tikkun, et ça, c'est très important pour nous. Le Rosh Chodesh, et voilà cet exemple. Alors, pourquoi je dis qu'il faudrait parler plus longuement? Parce que malgré tout, ça pose un grand problème, et c'est pas facile lorsqu'on attribue ça vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Dire chez nous, même Moshe Rabbeinu a fauté, et En Sadik Asher Yasetov Elo Yachita, c'est une chose, mais de dire pour Akadosh Baruch Hu, c'est quand même autre chose. Et on pourrait, rapidement, mais c'est un sujet qui parle, qui nous mène, le rapport avec le temps est très important pour parler de la kapara et du tikkun qu'on a dans le Rosh Chodesh. Le rapport à la question théologique pour Akadosh Baruch Hu, c'est beaucoup plus vaste. Je dirais simplement que, bien entendu, lorsqu'on dira c'est Keilou, c'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est un midrash dans la Gemara qui nous rapporte cette idée-là et qu'il faut la prendre sous, comment dire, l'image de ce que ça représente et non pas pour Akadosh Baruch Hu lui-même. Comme on sait que pour créer le monde, Akadosh Baruch Hu aurait fait lui-même pas le mi'out de la Levana, mais le mi'out de lui-même, puisqu'il y a toute une idée du Tzimtzum. Donc cette idée du Tzimtzum ne s'effectue pas que pour Akadosh Baruch Hu, mais pour qu'apparaisse la lumière dans le monde, il faut qu'il y ait une idée de Tzimtzum. Et là, il faudra développer ça plus longuement. Mais en tout cas, juste pour ce qui concernait notre idée du Rosh Chodesh et du Tikkun, bien entendu, cette idée-là, et on en parlait, c'est ça le Aviou Alay Kapara, donc le Korban qu'on amène, voilà l'une des raisons. Je ne voulais pas trop rentrer dans le détail de ce qu'on amène, le Hatat de Kippour. D'ailleurs, il y a un Yehiratson qu'on a l'habitude de dire dans nos communautés, même si ces dernières années, beaucoup ont voulu l'escamoter. Et dans ce Yehiratson, on rappelle cette chose-là. On parle le fait que c'est comme ça. Et dans le Moussaf aussi, on rajoute Hatat, etc. Les Chaper al Hatotenu. Donc il y a quelque chose de Kapara qui est très important pour le jour de Rosh Chodesh. Voilà. Et entre parenthèses, j'ajoute encore un élément, puisqu'on vient de finir la paracha du Hagel. Suivant certains midrashim, on dit que les femmes ont le devoir du Rosh Chodesh de ne pas travailler parce que on leur a donné une récompense pour justement n'avoir pas participé au Het Hagel. Donc le tikkun, il serait, comment dire, de cette façon-là, on le donnerait, et on a l'habitude dans nos communautés aussi d'allumer le jour de la veille de Rosh Chodesh des bougies. Donc on rattacherait le Rosh Chodesh avec toutes les Hagim, et ça aussi malheureusement ça se perd un peu puisque les gens ont perdu la dimension festive de Kedusha qu'il y a dans le Rosh Chodesh. Ils oublient d'allumer la veilleuse de Rosh Chodesh. Merci beaucoup. Rav, j'ai une question, si je peux me permettre. J'essaye de comprendre quelque chose. Il y a un temps qui est linéaire, alors, qui, on va dire, si on est croyant et optimiste, aboutit à la Géoula. Il y a un temps qui est cyclique, mais le temps cyclique, c'est pas que pour les juifs, parce que les non-juifs, ils ont aussi des saisons, etc. Et est-ce que ça voudrait dire qu'il y a des périodes propices pour chaque chose? C'est-à-dire, en gros, je peux pas me libérer le mois de Av, alors. Non, 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 non.
Je dirais pas ça. Je dirais pas de cette façon-là. Alors d'abord, qu'il y ait un temps cyclique, effectivement, le temps cyclique, c'est le temps païen. C'est le temps païen sur lequel l'histoire revient tout le temps sur un éternel retour. Et même dans ce temps cyclique, il y a comment dire, une bonne heure, un bon moment. Les Grecs appelaient ça kéros. Kéros, c'est le moment propice. Donc on a effectivement, puisqu'on a même au niveau naturel, les saisons, les travaux, différents travaux pour les travaux des champs, quand est-ce qu'il faut semer, quand est-ce qu'il ne faut pas semer. Et on espère qu'une chose, c'est qu'en faisant le culte des différentes divinités, les divinités nous soient propices et continuent comment dire, à ce cycle permanent. L'idée selon laquelle le monde évolue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement un cycle de saison qui revient sur lui-même, mais il y a quelque chose qui peut être nouveau, du hidouche, on peut faire un tikkun, on peut changer les données de ce qui va venir, et donc en ayant bien sûr la connaissance de quelque chose qui revient sur lui-même, puisque effectivement à chaque fois, Rosh Hashanah, à telle époque, on a des saisons qui reviennent les mêmes, c'est le côté solaire de la chose, on a malgré tout à travers la lune le côté du hidouche qui évolue, qui va vers l'avant. Ce que certains ont dit, c'est donc un temps qui serait sur l'image de la spirale et pas simplement du ça. Mais à partir de ce moment-là, on a quelque chose d'essentiel, c'est que donc le monde peut être changé, c'est que le monde peut avoir quelque chose de nouveau. Alors, à chaque mois, avec un certain tikkun qui n'est pas le même dans le mois de Av que celui qui est dans le mois de Hadar ou dans le mois de Tishré ou dans le mois de Nissan. On a une certaine avoda qui correspond à ce mois-là. Et dans chaque mois, on doit y avoir une certaine réflexion. Il y a beaucoup de livres, d'œuvres qui ont été écrites pour développer pour chaque mois, en tant que mois indépendamment des fêtes elles-mêmes, que signifie le mois de Nissan, que signifie, etc., le mois de Av, etc. Donc on a quelque chose de nouveau pour chacun de ces mois. Comment améliorer le monde pour que le mois de Nissan de cette année ne soit pas le même que celui de l'année dernière et celui de l'année d'avant. Pour qu'à chaque année revenue, eh bien, on évolue faire quelque chose de nouveau, de façon à ce que le monde qu'on a, et c'est très important parce que c'est le Ham Israël qui a rentré dans le monde cette idée de tikkun, selon laquelle le monde ne restera pas toujours le même. Toute l'idée moderne du progrès, de l'avancée, suivant laquelle on revient, elle se démarque de l'éternel retour. On pourrait raconter cette histoire, mais peut-être ce n'est pas le moment, dans un autre cours, simplement comment ça a été gardé. Certains d'ailleurs se sont cramponnés sur cet éternel retour. Toutes les penseurs qui veulent garder quelque chose dans lequel justement on est simplement voué, rivé à certains cycles. Alors que dans le Ham Israël, on dit non, il y a effectivement un certain retour, comme il y a ce retour de la Lune, mais c'est pour créer du nouveau. Et cette idée de nouveau a permis, comment dire, alors pas la fuite non plus en avant, certains ont pris que le côté nouveau en perdant le côté du retour et de la tradition et de l'ancrage dans le passé. Et le peuple juif est cette harmonie entre ces deux directions qui sont les deux en même temps présentes. D'accord. Merci. J'aimerais poser une question juste pour comprendre. Il y a le premier Mikdash, on parle de lui, le deuxième Mikdash, mais le troisième qui va venir, J'entends pas bien. J'entends pas bien. Encore une fois. une seconde. Coupe ta vidéo, on t'entendra mieux. Maintenant, on entend peut-être? J'entends, oui. Oui, alors, entre le premier Mikdash et le deuxième Mikdash, le premier à Nissan et le deuxième à Tishrei, le troisième, j'aimerais savoir s'il y a comment dire, Oui, le tarif pour, savoir quand est-ce que c'est le tarif le, du troisième Migdash, on aimerait tous le savoir, mais juste, non, c'est un long chiour. Là, maintenant, je ne voudrais pas ouvrir ce sujet-là, parce que comment dire, le troisième Migdash, on peut l'imaginer comme étant une synthèse entre le Beit Rishon et le Beit Sheni. C'est-à-dire celui qui arrive à la perfection, pas simplement le côté Lévi, pas simplement le côté Rouhani, mais qui a les trois en même temps. Comment ça se manifeste au niveau des mois de l'année, c'est encore un long problème, il faudra en parler indépendamment. C'est le sujet d'un chiour entier, rien que sur ce troisième Beit Hamikdash. ok, merci. En attendant, juste pour avoir quand même une lecture, les Malach Haïdéot du Rav Kook, où il parle de l'Aïdéa Léoumit et l'Aïdéa Datit, donnent certaines réponses à cette question-là, à la suite de l'histoire. Merci. J'ai une question. Oui, J'ai une question Raph, par rapport à. oui, Alors,
j'ai beaucoup aimé ces idées exposées et aussi celle du fait que nous agissons, nous attendons le jour pour, euh, pour agir, célébrer par exemple la, la nouvelle lune, enfin le nouveau mois, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, est-ce que c'est un rapport avec ce que l'on fait à Khatsot Laïla pour amener Ah. Alors, comme une oui, prière de alors, lumière au sein de la nuit? oui. Alors, Chatzot Laïla, c'est la chose suivante. Chatzot Laïla, c'est qu'on est dans la nuit, donc on est dans l'obscurité, on est dans la galoute, on est dans les moments difficiles, mais on sait que ce moment difficile se partage en deux temps. Le temps qui précède, qui nous amène vers, je dirais, le summum de l'obscurité, vers avant le Chatzot Laïla, on le considère comme étant Midat Adin. Et ensuite, on a de ce Chatzot Laïla jusqu'au lever du jour, une deuxième dimension, qui est la dimension dans laquelle petit à petit, on est dans le moment de Rahamim. C'est là où on va faire les Selihot, c'est là où on va pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, des Bakashot, des Tefilot, pour justement revenir vers le jour. Donc, dans le Ham Israël, même lorsqu'on est dans l'obscurité, dans la nuit, dans la galoute, Emet ve Emouna. On a malgré tout la Emouna. On n'a pas fait une Emouna dans laquelle on encaisse, dans laquelle on subit. On a une Emouna dans laquelle on se prépare déjà au lever du jour. Et Chatzot Laïla, c'est le moment justement de ce passage-là. Et c'est là où David Ameller se levait. Il faudrait parler longuement que de Chatzot Laïla. Peut-être que ce sera le sujet de notre shiur, que de Chatzot Laïla, pour expliquer comment justement il y a ce basculement au milieu de la nuit. Donc ce n'est pas encore le jour où on est actif. Le peuple juif sort de l'Égypte. Il faudra peut-être en parler pour Pessah. Le peuple juif, Bachatzi Laïla, Kachatzi Laïla, et on est le matin où on se joue. Il y a quelque chose qui se joue dans ce moment-là en particulier. Et comme le soir de Pessah, un peu, on a toujours cette idée-là de Baïba Hatsi Laïla. Voilà. Mais si Dieu veut, Blinéder, peut-être le prochain shiur qui sera avant Pessah, on pourra le consacrer à cette notion-là. Merci. Est-ce qu'on peut dire donc dans la suite de ce que vous avez présenté, euh, l'homme est partenaire d'Akadosh Baruch Hu et donc participe aux forces qui peuvent faire basculer vers la lumière et vers le bien. Absolument, absolument. Akadosh Baruch Hu a créé le monde en donnant à l'homme la possibilité d'être choutaf la Akadosh Baruch Hu b'maaseh bereshit. C'est pas seulement pour créer dans le monde physique, c'est aussi pour déterminer le temps dans le monde, temporel, chronologique. Voilà ce qui se donne dans cette idée-là, et c'est fondamental. C'est l'idée de, comment dire, une des idées de base du Ham Israël, qui, à la différence de l'idolâtrie ou du monde païen dans lequel l'homme ne fait que subir, l'homme est simplement, comment dire, tourmenté par les différentes crises des divinités. Le peuple juif est actif et a participant avec Akadosh Baruch Hu à la continuité du monde, à améliorer le monde. Ouais. Merci. Ben, Shavua Tov. שבוע טוב, בשורות יישר טובות. כוח, יישר כוח. Besorot Tovot. אמן.